La voix du gérant transperça l'agitation matinale, suffisamment tranchante pour faire s'arrêter toute la file d'attente. « Si tu sors par cette porte avec elle, ne reviens plus jamais travailler ici. » Ethan Brooks ne discuta pas. Il glissa son bras sous les épaules de la vieille dame, la soutint fermement et l'accompagna jusqu'au parking, tandis que tout le magasin, rempli d'inconnus, le regardait gâcher le seul emploi qu'il avait. Il la conduisit à l'hôpital, paya ce qu'elle ne pouvait pas payer, et partit sans donner son nom aux infirmières. Personne dans ce bâtiment ne savait qui elle était vraiment. Dans 10 semaines, tout le monde le saurait. Le magasin se trouvait au coin d'une route à 4 voies, coincé entre une laverie et un magasin de pneus, et ouvrait à 6 heures du matin. Ethan Brooks était généralement là dès 5h40. Il ouvrait le tiroir-caisse, vérifiait les cafetières et essuyait le comptoir d'accueil que personne d'autre ne prenait jamais la peine de nettoyer. Âgé de 35 ans, cet homme blanc avait maigri au cours des 2 dernières années et portait le polo du magasin comme quelqu'un qui avait cessé de prêter attention à ce qu'il enfilait. Le salaire était ce qu'il était. Il avait accepté ce poste simplement parce qu'il était là. Son mariage avait pris fin 18 mois plus tôt, et il s'en était sorti seul, avec un loyer à payer le premier, une voiture affichant 90 000 milles au compteur, et un compte épargne qu'il consultait plus souvent qu'il ne voulait bien l'admettre. Il ne parlait de rien de tout cela au travail. Lorsque les autres caissiers lui demandaient comment il allait, il répondait qu'il allait bien, et il le disait d'une manière qui mettait fin à la conversation sans paraître froid. Ce que les gens remarquaient, c'était la façon dont il tenait la caisse. Il avait appris les noms des habitués, les couvreurs qui venaient à 6 heures pour prendre un café, l'infirmière de nuit qui achetait le même sandwich tous les jeudis, l'homme qui comptait sa monnaie en pièces de 25 cents et s'en excusait toujours. Ethan ne pressait jamais personne à ce sujet. Si quelqu'un avait 40 centimes de moins, il trouvait les 40 centimes. Si quelqu'un ne parvenait pas à lire les petits caractères d'un bon de réduction, il les lui lisait à haute voix. Cela ne lui prenait que quelques secondes, et ces secondes étaient la seule chose que sa responsable mesurait. Melissa Grant dirigeait le magasin depuis 6 ans. Elle avait la quarantaine, portait toujours un blazer, même en août, et emportait une tablette partout où elle allait, car c'est là qu'elle consultait les chiffres. Nombre de transactions par heure, temps moyen passé en caisse, valeur du panier. Le siège social envoyait le rapport tous les lundis, et tous les lundis, elle le lisait comme s'il s'agissait d'un texte sacré, puis parcourait les allées à la recherche de quelqu'un à blâmer. Son responsable de secteur avait resserré les objectifs de caisse au printemps, et elle avait une théorie concernant son magasin qu'elle répétait si souvent que le personnel pouvait la réciter par cœur. La gentillesse était synonyme de retard, et le retard, c'était de l'argent qui s'envolait. 3 membres du personnel avaient appris à suivre ces consignes, car il valait mieux les suivre que d'en faire les frais. La femme qui travaillait à la caisse numéro 2 levait les yeux au ciel devant les clients lents, sans même prendre la peine de le cacher. Le jeune qui réapprovisionnait les rayons réfrigérés répétait tout ce que Melissa disait sur les clients une fois qu'ils étaient partis. Celui qui s'occupait du coin café riait de tout ce qui faisait rire les 2 autres. Le gardien qui assurait l'accueil jusqu'à 14 heures ne disait rien de tout cela, et Ethan ne lui en avait jamais voulu, car le gardien avait besoin de ce travail autant que n'importe qui d'autre. Elle se servait d'Ethan parce qu'Ethan pouvait être exploité. Il ne se plaignait pas. Quand quelqu'un se déclarait malade, elle l'appelait, et il venait. Quand l'emploi du temps indiquait qu'il était en congé le samedi, celui-ci était modifié le vendredi soir, et il travaillait le samedi. Il avait déjà enchaîné 11 jours d'affilée, et elle l'avait remercié en lui disant que sa cadence à la caisse était toujours en dessous de l'objectif. Il tenait mentalement le compte des heures supplémentaires qu'elle avait promis d'enregistrer, et qu'elle n'enregistrait jamais. Et il n'en avait jamais parlé, car aborder le sujet avec Melissa Grant ne faisait que lui donner l'occasion de s'exprimer. Elle lui criait dessus devant les clients. C'était ce dont les autres parlaient dans la salle de pause. Elle ne s'en prenait pas aux jeunes qui risquaient de démissionner, ni au chef de rayon adjoint qui jouait au golf avec le responsable régional. Elle s'en prenait à Ethan, parce qu'il restait là à encaisser les reproches avant de se remettre à scanner les articles, et parce que le fait de le faire devant tout le monde envoyait un message clair à tous les autres en même temps. 2 fois par semaine, parfois plus, son nom de famille résonnait dans le magasin à un volume tel que même les inconnus baissaient les yeux vers le sol. À 2 miles de là,
Dans un quartier de vieilles maisons aux larges porches, une femme nommée Evelyn Carter se levait à 6h30 tous les matins, qu'elle en ait besoin ou non. Elle avait 78 ans. Elle portait des cardigans qu'elle possédait depuis une décennie et utilisait un sac en toile à la place d'un sac à main. Elle se rendait au magasin en voiture plutôt que de se faire conduire par quelqu'un, car le jour où elle cesserait de conduire serait celui où elle commencerait à être prise en charge. Elle aimait faire ses courses toute seule. Elle aimait choisir son pain elle-même. Sa famille avait de l'argent. Pas le genre d'argent qui assure un confort matériel, mais celui qui figurait dans les rapports annuels. Son défunt mari avait bâti une entreprise, et sa fille l'avait reprise pour en faire quelque chose de considérablement plus grand. Evelyn avait observé tout cela depuis une table de cuisine qu'elle refusait de remplacer. Elle n'appréciait pas l'effet que l'argent avait sur la façon dont les gens s'adressaient à elle. Elle avait assisté à suffisamment de dîners où la voix du serveur changeait de ton dès qu'il reconnaissait son nom de famille. Elle préférait donc garder cela pour elle. Pas de bijoux, pas de service de voiture, pas de carte annonçant quoi que ce soit. Elle voulait être une vieille dame ordinaire, faisant la queue comme tout le monde, et pendant des années, c'était exactement ce qu'elle avait été. Cela faisait 2 ans qu'elle venait au magasin d'Ethan, 2 fois par mois, sans que ni l'un ni l'autre n'y prête attention. C'était la femme qui achetait du lait, une miche de pain, une boîte de soupe et une petite boîte du thé qu'elle aimait, et qui disait toujours « merci » en le pensant vraiment. C'était le caissier qui mettait ses achats dans un sac sans qu'on le lui demande, et qui lui disait de faire attention au bord du trottoir en sortant parce que le béton s'était soulevé. Aucun des deux ne connaissait le nom de l'autre. C'était là toute l'étendue de leur relation, jusqu'au matin où tout a changé. Il était un peu plus de 9h le 14 juillet, et le magasin était en pleine deuxième vague d'affluence. La file d'attente s'étendait presque jusqu'au coin café. Melissa se trouvait dans l'arrière-boutique, la porte ouverte, observant les chiffres de la caisse s'actualiser sur son écran. Evelyn est entrée comme à son habitude. Elle a pris un panier dont elle n'avait pas vraiment besoin et l'a rempli de produits de première nécessité. 4 articles. Elle s'est mise dans la file derrière un homme en bottes de travail et a attendu son tour. Et quand Ethan lui a fait signe d'avancer, elle a posé le panier sur le comptoir et s'est mise à chercher son portefeuille. Il n'était pas dans son sac. Elle vérifia la poche extérieure, puis la poche intérieure, puis les 2 poches de son cardigan, puis à nouveau son sac, plus lentement, comme le font les gens lorsqu'ils continuent à se dire qu'il doit bien être là. Ethan attendait. Il ne disait rien et ne regardait pas la file d'attente, ce qui était la seule marque de gentillesse dont il était capable. 12$ et quelques centimes s'affichaient à l'écran entre eux. Derrière elle, l'attente commença à s'agiter. Quelqu'un changea de position. Quelqu'un soupira assez fort pour que cela soit entendu exprès. Une femme 2 places plus loin déclara, sans se taire, que c'était ce qui arrivait quand les gens entraient en sachant qu'ils ne pourraient pas payer. À la caisse numéro 2, la caissière murmura quelque chose à l'oreille du jeune qui réapprovisionnait le réfrigérateur, et tous deux éclatèrent de rire. Et celle qui s'occupait du coin café se retourna pour voir ce qui était drôle, et rit elle aussi. Evelyn entendit tout cela. Ses mains continuaient à fouiller dans le sac, et son visage, qui était resté parfaitement impassible 30 secondes plus tôt, commença à s'affadir et à prendre cette expression prudente que l'on adopte quand on retient quelque chose. Melissa sortit rapidement du bureau. Elle avait observé le minuteur de transactions se figer à l'une des caisses, tandis que la file s'allongeait derrière, et elle arriva à l'avant avec sa tablette toujours à la main. Elle ne s'adressa pas à Evelyn. C'est ce dont Ethan se souviendrait. Par la suite, elle ne s'adressa pas une seule fois à la femme qui se tenait devant elle. Elle se tourna de tout son corps vers sa caissière et éleva la voix pour que tout le magasin l'entende. « Pourquoi laisses-tu une vieille dame distraite rester plantée là à faire perdre du temps à mes clients ?» La file se tut. Melissa tapota 2 fois le comptoir avec 2 doigts, avec force, et continua sur le même ton. « Dégagez-la vite. Ce n'est pas un refuge. Je ne tiens pas un endroit où les sans-abri peuvent traîner. » À ces mots, Evelyn releva légèrement le menton. Elle ne répondit pas. À 78 ans, elle se tenait dans un magasin où elle faisait ses courses depuis 2 ans, et 9 inconnus la regardaient, tandis qu'une femme en blazer parlait d'elle à voix haute comme s'il s'agissait de marchandises renversées. Sa main cessa de fouiller dans son sac. Ethan tendit la main vers sa poche arrière. Il avait 41$ dans son portefeuille, un montant qu'il connaissait exactement puisqu'il les avait comptés dans la voiture ce matin-là, et dont 12 suffirait à régler cette affaire en 4 secondes.
Il eut le temps de sortir son portefeuille. « Non !» dit Melissa. Elle le dit d'un ton sec. Et elle le dit en regardant droit vers ses mains. « Range ça !» Il lui répondit que c'était son argent et que c'était sa décision. « Pas à ma caisse, en tout cas. » Elle souleva légèrement la tablette, comme elle le faisait lorsqu'elle voulait rappeler à quelqu'un que tout ce qui se trouvait dans le magasin correspondait à un numéro quelque part. « Si tu en prends un en charge, la semaine prochaine il y en aura 4 ici sans portefeuille. Et ils te demanderont tous par ton nom. C'est comme ça que ça commence. Elle pourra revenir quand elle aura de l'argent, comme tout le monde. » Ethan remit le portefeuille à sa place. Il y repenserait plus tard davantage qu'à toute autre chose ce jour-là. Au fait qu'il l'ait remis à sa place. Il posa les 4 articles sur le côté du comptoir, au lieu de les mettre dans un sac, puis se tourna vers Evelyn pour lui dire à voix basse qu'il les garderait à l'entrée pour elle. Que rien ne devait poser de problème. Elle ne le regardait pas. Elle fixait la porte automatique à environ 15 pieds de là, et elle avait pris une mauvaise couleur. Son visage s'était vidé de toute expression, emportant tout le reste avec lui. Ethan la regarda cligner 2 fois des yeux, puis ne plus vraiment fixer quoi que ce soit. Elle dit quelque chose pour s'excuser du dérangement, et sa voix sortit faiblement. Sa main se tendit vers le comptoir pour s'y appuyer, mais le manqua de plusieurs pouces. Elle commença à basculer sur le côté. Ethan était déjà en mouvement. Il contourna l'extrémité de la caisse, non pas en passant par la barrière pivotante située au-dessus de l'extrémité basse du comptoir, car celle-ci se trouvait 3 pas dans la mauvaise direction, et il glissa ses 2 mains sous ses aisselles, avant même que ses genoux n'aient fini de se plier. Tout son poids reposa sur lui, et ce n'était presque rien. Et c'était justement ce qui était le plus grave. Il la fit descendre jusqu'à ce qu'elle soit assise par terre, le dos appuyé contre le comptoir, et lui dit de respirer et de ne pas essayer de se relever tout de suite. Le magasin s'était complètement figé. L'homme aux bottes de travail recula pour leur faire de la place. Quelqu'un. Mais il dit qu'il fallait appeler quelqu'un. Ethan demanda à Evelyn où était son téléphone, et elle répondit, sans encore tout à fait avoir les idées claires, qu'il était dans son portefeuille et que celui-ci avait disparu. Et elle n'avait ni l'un ni l'autre. Il prit sa décision là, sur le sol du magasin. Il lui dit qu'il allait l'emmener lui-même à l'hôpital, qui se trouvait à 11 minutes de là, et qu'une ambulance mettrait plus de temps et lui coûterait plus cher qu'elle ne voulait dépenser. Elle ne discuta pas. Elle se contenta de serrer son avant-bras dans sa main. Et c'était la réponse. Il l'aida à se relever lentement, un bras autour de son dos, supportant la majeure partie de son poids de son côté. Ils avaient parcouru peut-être 6 pieds en direction de la porte, lorsque la voix de Melissa retentit à travers le magasin, plus forte qu'auparavant. Assez forte pour que les 2 clients qui entraient du parking s'arrêtent dans l'embrasure de la porte pour l'entendre. « Brooks, si tu franchis cette porte avec elle, tu es viré. Tout de suite, sur le champ. Pas suspendu. Licencié. » Il ne s'arrêta pas de marcher et n'éleva pas la voix pour rivaliser avec la sienne. Il tourna la tête juste assez pour qu'elle et les 9 personnes qui observaient la scène puissent l'entendre. « S'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. » C'était tout. La porte automatique s'ouvrit, et le brouhaha du magasin s'estompa derrière eux. Melissa lançait une autre remarque plus acerbe au sujet de son dernier chèque. Quelqu'un d'autre qui parlait d'appeler le siège social. Tout cela s'estompait et s'éloignait, comme le font les sons lorsqu'une porte se referme. Le parking était déjà brûlant. Ethan accompagna Evelyn à travers celui-ci, à un rythme qu'elle pouvait suivre. Ouvrit la portière côté passager de la voiture, affichant 90 000 miles au compteur, et posa une main sur le haut du cadre pour qu'elle ne se cogne pas la tête en montant. Il se pencha pour boucler sa ceinture, car ses mains n'étaient pas assez fermes pour actionner la boucle. Puis il ferma la portière, fit le tour pour rejoindre le côté conducteur et monta dans la voiture. À travers le pare-brise, il pouvait voir toute la façade du magasin. Melissa se tenait juste derrière la vitre, la tablette contre la poitrine, et l'observait. Et derrière elle, la file d'attente avait déjà recommencé à avancer, car c'est toujours ainsi. Son badge nominatif était toujours accroché à sa chemise. Sa veste se trouvait encore dans son casier, à l'arrière. Ces 2 dernières semaines d'heures supplémentaires n'avaient pas été enregistrées dans un système auquel il n'avait plus accès, et son dernier chèque de paye était désormais entièrement entre les mains d'une femme qui venait de le licencier devant une salle remplie d'inconnus. Il savait tout cela. Il enclencha quand même la marche arrière. À côté de lui,
Evelyn Carter avait les yeux fermés et la tête calée contre le siège. Elle respirait lentement, une main agrippant encore la hancelle d'un sac en toile qui ne contenait plus de portefeuille. Elle ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas le sien. Dans 11 minutes, il se tiendrait à l'accueil d'un hôpital, sortant les mêmes 41 $ que Melissa Grant lui avait interdit de dépenser. Il sortit du parking et tourna à gauche, sans jeter un regard vers le magasin. L'hôpital était à 11 minutes de route, et il y parvint en 9. Il se gara sur la place la plus proche qu'il put trouver, fit le tour de la voiture pour rejoindre le côté passager et l'aida à sortir de la même manière qu'il l'avait fait monter. Une main sur le cadre de la portière, un bras passé autour de son dos, la laissant marcher à son rythme sur l'asphalte. La femme à l'accueil lui demanda son nom, et Evelyn le lui donna. Elle lui demanda sa carte d'assurance, et Evelyn lui expliqua l'histoire du portefeuille. Elle lui demanda le nom d'un proche et un numéro de téléphone, et Evelyn répondit que le numéro qu'elle cherchait se trouvait dans le téléphone qui était dans le portefeuille, et qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir, car elle n'avait jamais eu à le composer. L'employé a déclaré qu'elle allait consulter le dossier. Evelyn avait déjà été soignée ici, et un contact d'urgence devait y figurer. Puis, elle a regardé Ethan comme on regarde n'importe quelle personne debout, et lui a demandé s'il souhaitait être désigné comme responsable du dossier. Il a répondu non. Il a expliqué qu'il n'était pas de la famille, et qu'il n'avait aucune raison de signer pour la facture d'une inconnue. À la place, il a sorti le portefeuille que Melissa Grant lui avait ordonné de ranger 3/4 d'heure plus tôt, et a payé les frais d'admission en espèces, soit 41 $ au total, ce qui couvrait le montant initial, sans laisser de reste. Lorsque l'employé lui a demandé un numéro, au cas où ils auraient besoin de le joindre, il a donné celui de son portable. Ils l'ont emmené à l'intérieur. Il resta assis sur une chaise en plastique moulé pendant près de 2 heures, son badge toujours accroché à sa chemise. À un moment donné, il l'a détaché et l'a mis dans sa poche, car une infirmière ne cessait de le regarder. Il repensa aux 11 jours d'affilée qu'il avait travaillé en mars. Il repensa aux heures supplémentaires qui n'existaient que dans sa tête. La plupart du temps, il restait assis là, à regarder les doubles portes sans rien faire. Un médecin est finalement sorti et lui a expliqué qu'il s'agissait de déshydratation, d'hypotension et de stress, que son cœur semblait en bon état, qu'elle avait frôlé de peu une grave chute, mais qu'elle l'avait évité. Elle serait gardée en observation toute la nuit pour recevoir des liquides, par mesure de précaution. Ethan a demandé si elle était hors de danger, et le médecin a répondu par l'affirmative en ces termes. Ethan a hoché la tête et a dit merci. Il n'est pas retourné la voir. Il n'aurait pas su expliquer pourquoi à ce moment-là. Il y avait une version de cette histoire où il attendait près du lit pour qu'on le remercie, mais quelque chose en lui s'y opposait. Elle avait été humiliée devant 9 inconnus ce matin-là, et il faisait partie de ces inconnus. Il a demandé à l'infirmière du poste de lui dire que l'homme qui l'avait amenée avait dit qu'elle allait s'en sortir. L'infirmière lui demanda son nom pour le lui transmettre. Il répondit que cela n'avait pas d'importance et sortit par les portes coulissantes pour rejoindre le parking. Il était 12h40. Il n'avait pas d'argent dans son portefeuille, un quart de réservoir d'essence et un emploi dont il était presque certain de ne plus disposer. Il retourna quand même au magasin parce que sa veste était dans son casier et parce qu'une partie de lui, têtu et pragmatique, croyait encore que tout cela pourrait s'arranger s'il se tenait face à elle et lui expliquait les choses clairement. Melissa était à l'accueil. Elle le vit entrer et lui sourit. C'était à cela qu'il ne s'était pas préparé. Ou alors, elle attendait cela comme on attend une livraison. « Tu as encore le culot de revenir ici », dit-elle. Il répondit qu'il était venu pour en parler, que la femme avait été hospitalisée et qu'elle avait failli s'effondrer sur le carrelage devant le comptoir. Melissa éleva la voix et s'adressa à tout le monde, utilisant la même astuce que le matin, sauf que cette fois-ci, l'auditoire était composé du personnel. L'adjointe à la direction, la caissière de la caisse numéro 2, le jeune homme des rayons réfrigérés, celui du coin café, ainsi que l'agent de sécurité qui assurait l'accueil jusqu'à 14 heures. Elle leur annonça à tous à voix haute qu'Ethan Brooks avait abandonné sa caisse pendant les heures de pointe, qu'il avait laissé une file de clients en attente de paiement et que le magasin avait absorbé la perte. Puis elle lui annonça qu'il était licencié à compter de 9h17 ce matin-là
et que la prime de fin de mois lui était retirée car cette mesure s'appliquait à toute personne ne figurant pas parmi les employés à la date de versement. Il a posé la question des heures supplémentaires. Il l'a dit à voix haute devant tout le monde, ce qu'il n'avait jamais fait une seule fois en 2 ans, et elle l'a regardé comme s'il lui avait demandé quel temps il faisait dans un autre pays. Elle a répondu que le système affichait ce qu'il affichait, qu'il pouvait toujours s'adresser à la direction, et que celle-ci recevrait son rapport d'incident d'ici la fin de la journée. Puis elle a demandé au gardien de l'accompagner jusqu'à la sortie. Le gardien était un homme avec lequel Ethan avait échangé 1000 matins de bavardage, et il s'approcha, se tint à ses côtés, et lui dit à voix basse qu'il était désolé. Ethan lui répondit de ne pas l'être. Il prit sa veste dans son casier. Il remit son badge et la clé du tiroir-caisse. Il sortit par la porte principale du magasin, passant devant des gens qui le connaissaient depuis 2 ans et dont aucun ne dit quoi que ce soit. Evelyn se réveilla un peu après 16 heures, une perfusion dans le bras et un gobelet en plastique rempli d'eau posé sur le plateau à côté d'elle. Sa fille était déjà là. L'hôpital l'avait jointe grâce aux coordonnées figurant dans l'ancien dossier et elle était dans la chambre depuis 90 minutes lorsque sa mère ouvrit les yeux. Charlotte Carter avait près de 50 ans. Elle dirigeait un groupe de distribution possédant des milliers de magasins à travers le pays, et elle avait passé le trajet depuis l'aéroport à passer des coups de fil qui n'avaient rien à voir avec aucun d'entre eux. Evelyn lui raconta ce qui s'était passé dans l'ordre des faits, sans enjoliver les choses. Le portefeuille, la perfusion, le gérant qui ne lui avait pas adressé la parole une seule fois et qui, au lieu de cela, avait crié à son sujet par-dessus le comptoir, comme si elle était un objet qu'il fallait écarter. Les 3 employés qui avaient ri, le caissier qui avait essayé de payer les $12 de sa poche et s'était vu refuser, le magasin, la voiture, l'hôpital. Puis elle raconta à sa fille la partie qui comptait pour elle. Elle dit que l'homme avait été menacé de perdre son emploi devant tout le magasin et qu'il l'avait quand même raccompagné, qu'il avait payé ses frais d'admission en espèces parce qu'elle n'avait rien sur elle, qu'il était resté jusqu'à ce que le médecin sorte et qu'il était parti sans donner son nom aux infirmières. Elle a dit qu'elle ne savait pas qui il était. Elle l'a répété 3 fois au cours de l'heure qui a suivi, et, à chaque fois, cela lui semblait pire. Charlotte a demandé si le directeur savait qui était Evelyn, et Evelyn a répondu « Bien sûr que non ». C'était justement là tout le problème. Personne dans ce magasin ne l'avait jamais su. Charlotte répondit que c'était précisément pour cela que ça avait de l'importance. Sa mère avait passé 30 ans à tout faire pour être traitée comme une cliente ordinaire. Et désormais, elles savaient toutes les deux exactement ce qu'une cliente ordinaire obtenait dans ce bâtiment. Elle commença à passer des coups de fil depuis le couloir avant que sa mère ne se rendorme. Le magasin ne faisait pas partie de son réseau, mais la chaîne à laquelle il appartenait figurait sur la liste de son équipe d'acquisition depuis 2 trimestres. Performance insuffisante, mauvaise gestion au niveau régional, prix bas. À 20 heures ce soir-là, elle avait en main une copie du rapport d'incident rédigé par Melissa Grant. L'extraction des images a pris le reste de la semaine, car elle tenait à ce qu'elle soit récupérée par un avocat externe et horodatée avant que quiconque au niveau du magasin n'ait une raison d'effacer quoi que ce soit. Elle a visionné l'intégralité des enregistrements dans une chambre d'hôtel, le son à fond. Et ce qui l'a frappé, c'est qu'il n'y avait aucune ambiguïté. 9 caméras, dont 4 avec le son, et chaque mot était parfaitement audible. Le bruit de la tablette tapotant sur le comptoir. Le visage de sa mère qui changeait d'expression. Une main se glissant dans une poche arrière et un ordre sec de la retirer. Puis un homme se penchant par-dessus le comptoir pour rattraper un inconnu, et une voix hors champ lui disant qu'il serait licencié s'il franchissait la porte, sans qu'il s'arrête pour autant. Elle a revu cette séquence 4 fois. Ensuite, elle a remonté les semaines précédentes et a découvert le reste du schéma dont elle soupçonnait l'existence. Le même responsable, la même caissière, encore et d'autres clients, d'autres jours, subissant une version de ce même traitement. Ce n'était pas simplement une mauvaise matinée. C'était la façon dont le magasin fonctionnait, et cela durait depuis 6 ans, car le rapport transmis à la direction chaque lundi indiquait que les caisses fonctionnaient rapidement. C'est cet élément qui a modifié la portée de ce que Charlotte avait l'intention de faire. Une caissière licenciée pouvait être retrouvée et indemnisée en un après-midi. Une culture d'entreprise qui avait produit une responsable comme celle-là et l'avait récompensée pendant 6 ans constituait un tout autre problème,
et elle possédait suffisamment de magasins pour savoir que cela ne se limitait pas à un coin d'une seule ville. Elle a demandé à son équipe chargée des acquisitions de s'emparer discrètement de la chaîne. Pas d'annonce, pas de presse, rien qui puisse remonter jusqu'au niveau des magasins. Car dès l'instant où quelqu'un dans ce bâtiment saurait qui l'achetait, ce comportement passerait dans la clandestinité et elle se retrouverait à corriger une performance plutôt qu'à résoudre un problème. Elle a ensuite demandé à ses collaborateurs de retrouver le caissier. Cela aurait dû prendre une journée. L'hôpital n'avait pas son nom, car il avait refusé d'être inscrit sur le dossier. Et le numéro qu'il avait laissé à l'accueil ne fonctionnait plus depuis la 5e semaine. Dans le dossier du personnel du magasin, il était enregistré comme employé saisonnier sans adresse actuelle, et la mention de licenciement indiquait qu'il avait volontairement abandonné son poste. Lorsque l'enquêteur de l'entreprise a appelé le magasin pour s'enquérir de l'homme apparaissant sur les images, Melissa Grant a répondu qu'un employé saisonnier avait quitté les lieux en juillet et qu'elle n'avait aucune autre information à son sujet. Charlotte repenserait à ces semaines qui suivirent plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle avait pris la décision de garder cette acquisition secrète, et le prix de cette décision avait été entièrement payé par quelqu'un qui ignorait qu'il le payait. Il a cherché du travail pendant 6 semaines. Les 2 premiers emplois étaient presque banals. Il avait 2 ans d'expérience à la caisse, un casier judiciaire vierge et était prêt à accepter n'importe quel horaire qu'on lui proposerait. À l'issue de la première semaine, il avait déposé 4 candidatures et avait 2 entretiens prévus. Il portait sa plus belle chemise. Il serra la main de ses interlocuteurs. Il expliqua que son interruption professionnelle était due à un désaccord avec un responsable, ce qui était vrai, mais sur quoi il prit soin de ne pas s'étendre, car il avait appris que celui qui se plaint passe pour quelqu'un de difficile. L'entretien à l'épicerie du Nord s'était suffisamment bien passé pour que le responsable adjoint lui dise d'attendre un appel lundi concernant la prise de fonction. L'appel arriva finalement mardi, d'une voix différente, et on lui annonça que le poste avait été pourvu en interne. La chaîne de stations-service était allée jusqu'à la vérification des antécédents et des références, puis avait cessé de répondre à ses messages. Un entrepôt de fournitures pour la restauration l'avait reçu 2 fois en entretien, lui avait dit qu'il correspondait exactement à ce dont ils avaient besoin, puis lui avait envoyé un email de 2 lignes. Il lui a fallu attendre la 5e semaine pour comprendre ce qui se passait. Et il l'a compris parce qu'une responsable du recrutement dans une quincaillerie a eu la courtoisie d'être honnête avec lui. Elle lui a expliqué qu'elle avait appelé son dernier employeur pour obtenir des références, comme elle était tenue de le faire, et que le responsable de cet établissement avait déclaré qu'Ethan Brooks avait quitté son poste en plein service, laissant une file de clients sans service, et qu'il n'était jamais revenu. Elle a ajouté que cela avait été perçu comme un problème de fiabilité, qu'elle était désolée et qu'elle lui souhaitait bonne chance. Il est resté debout sur le parking de la quincaillerie, après cela, et a réfléchi à la situation avec une sorte de lucidité glaciale. Melissa n'avait pas menti à proprement parler. C'était là toute la subtilité de la chose. Chaque appel qu'elle recevait à son sujet donnait lieu à une phrase vraie, mais hors de son contexte, et il ne pouvait rien y faire, car la seule rectification possible pour lui aurait été de dire à un inconnu qu'il avait quitté sa caisse pour rattraper une vieille dame qui tombait. Et, de sa propre bouche, cela ressemblait à une excuse. Ses économies ont suivi le cours habituel des économies. Il n'avait jamais eu beaucoup de réserves, et le loyer était dû le 1er du mois, peu importe ce que le calendrier lui avait réservé. Il a réduit ce qui pouvait l'être. Il a moins pris la voiture. Le téléphone a été coupé pendant 1 semaine, car une ligne qu'il n'utilisait pas pour trouver du travail était la chose la plus facile à supprimer sur la liste. À la fin de la 6e semaine, il était assis à la table de sa cuisine à 23 heures, à faire des calculs qui donnaient toujours le même résultat, quel que soit le nombre de fois où il les refaisait. C'est cette nuit-là qu'il s'est autorisé à poser la question sans détour, car il n'avait jamais eu de patience pour ceux qui enrobaient les choses de fioritures. Il avait pris une décision à 9h17, un matin de juillet, qui lui avait coûté son emploi, sa prime, ses références et 6 semaines de sa vie. Et la femme pour laquelle cette décision avait été prise ne connaissait pas son nom et ne le connaîtrait jamais. Il y réfléchit longuement, et ce à quoi il parvint, assis là avec les chiffres devant lui, c'est qu'il le referait. Non pas parce que cela avait été récompensé, ce n'était pas le cas.
Et il n'avait aucune raison de penser que cela le serait un jour, mais parce que l'alternative aurait été de rester derrière un comptoir à regarder une femme de 78 ans s'effondrer sur le carrelage pendant qu'un responsable parlait d'image. Il avait déclaré à voix haute devant 9 personnes qu'il ne se le pardonnerait jamais, et 6 semaines de chômage n'avaient pas infirmé cela. C'était la seule chose de ce matin-là dont il était encore certain. La 7e semaine a été consacrée à des formalités administratives qui ne menaient nulle part. Et dès la 8e, il avait cessé de postuler et s'était mis à vendre. Les outils ont été les premiers à quitter le garage, car c'étaient ceux qui valaient le plus et qui l'utilisaient le moins. Puis la boîte à outils du plateau du pick-up, puis le nettoyeur haute pression, puis le bon appareil photo qu'il avait acheté à l'époque où il avait le genre de travail qui justifiait l'achat d'un appareil photo. Il les proposait à des prix qui permettaient de les écouler rapidement, plutôt qu'à des prix équitables. Il rencontrait des inconnus sur des parkings, leur remettait les objets et rentrait chez lui avec de l'argent liquide qui lui permettrait de tenir 3 semaines d'affilée. Il garda la voiture. La voiture était la seule chose qu'il ne pouvait pas vendre, car sans elle, il ne pourrait pas se rendre à un emploi qu'il n'avait pas encore. Et il y avait une logique sinistre à s'accrocher au véhicule qui lui avait tout coûté. La nouvelle concernant le magasin lui parvint au cours de la 9e semaine. Le gardien avait trouvé son adresse sur une vieille feuille de service et s'était rendu chez lui un jeudi, car le numéro qu'il avait n'était plus valide. Il se tenait sur le seuil et lui annonça que toute la chaîne avait été rachetée. Pas seulement leur magasin, mais l'ensemble. Et que le nouveau propriétaire viendrait en personne au magasin la semaine suivante, sans que personne n'en sache davantage. Ethan le remercia, ferma la porte et ne ressentit absolument rien à ce sujet. Une chaîne de supérettes avait changé de main, ce qui signifiait un logo différent sur les mêmes documents administratifs et un rapport différent à envoyer lundi. Il avait mis 2 ans à comprendre que les personnes au sommet de cette hiérarchie n'étaient qu'une rumeur, et il n'avait aucun intérêt à ce que cette rumeur change. À l'intérieur du magasin, Melissa Grant vivait les 2 meilleures semaines qu'elle ait connues depuis 1 an. Ses résultats trimestriels étaient excellents. Les transactions avaient augmenté, le temps moyen passé en caisse avait baissé de 2 chiffres, ce que son responsable de secteur lui demandait instamment depuis le printemps. Et l'arrivée de nouveaux propriétaires signifiait qu'une nouvelle équipe dirigeante recherchait des responsables capables d'atteindre exactement ces objectifs. Elle expliqua au directeur adjoint que les rachats constituaient une opportunité, que les nouveaux propriétaires conservaient toujours les éléments performants et se débarrassaient du reste, et qu'elle comptait bien se tenir à l'entrée du magasin lorsqu'ils feraient leur entrée. Elle fit cirer à nouveau le sol. Elle fit réorganiser les rayons à 2 reprises. Elle imprima son propre bilan de performance et le glissa dans un dossier afin de le remettre en main propre. Et elle a prévu que tous les employés soient de service ce matin-là, afin que les nouveaux propriétaires voient le magasin plein à craquer. 10 semaines après ce matin de juillet, Ethan Brooks était assis à la table de sa cuisine, avec une liste de ce qu'il lui restait à vendre, convaincu que l'affaire était close, qu'il avait fait son choix, qu'il en avait payé le prix fort, et qu'il ne récupérerait jamais ni son poste, ni son nom. La lettre était arrivée par coursier mardi, ce qui était la seule raison pour laquelle elle lui était parvenue. À l'intérieur se trouvait une seule page provenant d'un cabinet d'avocats dont il n'avait jamais entendu parler. Elle indiquait que l'auteur représentait les nouveaux propriétaires de la chaîne, que son dossier professionnel faisait l'objet d'un examen suite à un incident survenu le 14 juillet, et que sa présence était requise au magasin à 9 heures le jeudi matin. Elle ne précisait pas pourquoi. Elle ne précisait pas non plus qui était propriétaire de quoi. Il l'a relu 2 fois à la table de la cuisine, à côté de la liste des articles qu'il lui restait encore à vendre. Il en déduisit que quelqu'un, en haut de la hiérarchie, avait enfin lu le rapport d'incident de Melissa et voulait qu'il vienne signer un document qui ferait disparaître sa version des faits. Il s'y rendit parce qu'il n'avait rien d'autre de prévu et parce qu'une partie de lui voulait entendre ces mots prononcés à voix haute par quelqu'un d'autre qu'elle. Le magasin venait d'être ciré à nouveau. Il pouvait sentir l'odeur depuis le parking. Tous les employés étaient de service et alignés le long des vitrines, vêtus de polos impeccables. Les rayons étaient alignés avec une telle précision qu'ils semblaient mis en scène, et Melissa Grant se tenait en tête de la file, vêtue d'un blazer, un dossier sous le bras. Elle l'aperçut traverser le parking et pinça les lèvres. Elle lui dit qu'il s'agissait d'un événement privé de l'entreprise et qu'il se trouvait en situation d'intrusion.
Il répondit qu'on lui avait demandé de venir et brandit la lettre. Elle ne la lut pas. Elle lui a dit de rester à l'écart et de ne parler à personne, ce qu'il a fait, car cela ne lui coûtait rien. Puis les véhicules ont déboulé de la route à 4 voies. 4 SUV noirs avançant en file indienne, qui ne se sont pas garés sur les places réservées aux clients. Ils se sont arrêtés le long de la façade du bâtiment, à la manière d'un cortège officiel, et le bruit des portières s'ouvrant toutes en même temps a été le plus fort qu'on ait entendu sur ce parking depuis des années. Des hommes et des femmes en costume en sont sortis, portant des mallettes. 2 d'entre eux se sont arrêtés à l'entrée et sont restés là. Le personnel s'est redressé. Melissa a fait un demi-pas en avant, le dossier déjà sortant de sous son bras. Une femme est sortie du 2e véhicule. La quarantaine bien avancée, costume sombre, pas de bijoux dignes de ce nom. Elle a contourné l'avant du SUV, sans se presser, et a regardé la devanture du magasin, comme un inspecteur examine un bâtiment. Melissa commença sa phrase en disant qu'elle était ravie d'accueillir les nouveaux propriétaires. Elle évoqua les résultats trimestriels, mais la femme leva une main à environ Catherine, ce qui suffit. « Charlotte Carter, dit-elle, laissez-moi une minute. » Puis la porte arrière s'ouvrit et l'un des avocats contourna le véhicule pour l'aider, tandis qu'une femme plus âgée descendait sur l'asphalte. Elle portait un cardigan et tenait un sac en toile au bras. Elle se tenait aux côtés de sa fille et regardait les portes d'automatique par lesquelles elle avait été emmenée 10 semaines plus tôt. Le visage de Melissa Grant se décomposa par étapes. Ethan observait la scène à 12 pieds de là. D'abord la reconnaissance, puis la prise de conscience de ce que cette reconnaissance signifiait, puis quelque chose qui s'apparentait à un malaise. Le dossier commença à s'abaisser. Elle déclara que la présence de la vieille femme devait être un malentendu, et elle s'adressa à personne en particulier. Derrière elle, la caissière de la caisse numéro 2 recula d'un pas pour sortir de la file d'attente. Evelyn Carter ne la regarda pas du tout. Elle balaya du regard la rangée d'employés, repéra l'homme qui se tenait à l'écart, vêtu d'une chemise qui n'était pas un uniforme, puis leva le bras et le désigna du doigt. Cet homme m'a sauvé la vie. 10 semaines de calcul à la table de la cuisine s'effacèrent d'un seul coup de l'esprit d'Ethan. Il ne bougea pas. Il avait passé 2 mois et demi à être certain qu'elle ne connaissait pas son nom, et c'était toujours le cas. Elle l'avait désigné du doigt au lieu de le dire, et d'une certaine manière, c'était à la fois pire et mieux. Charlotte se tourna vers le personnel, et sans élever la voix, ce qui fit que tout le monde se pencha pour l'entendre. Elle leur annonça que l'acquisition avait été finalisée lundi, que sa société était désormais propriétaire de ce magasin et de tous les autres établissements de la chaîne, et que la transaction avait été gardée secrète à dessein. Elle leur expliqua que les images de vidéosurveillance du 14 juillet avaient été récupérées et horodatées par un cabinet d'avocats externe avant le changement de propriétaire, que 9 caméras avaient filmé ce matin-là, dont 4 avec le son, et qu'elle et son équipe juridique avaient visionné chaque minute de ces enregistrements. Melissa retrouva la parole, mais sa voix était plus aiguë que d'habitude. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. Elle ajouta que si elle avait su qui était cette femme, elle n'aurait jamais. Charlotte l'interrompit, toujours calmement. Elle répondit que c'était justement là tout le problème, et qu'elle voulait que tout le monde sur ce trottoir le comprenne clairement. Sa mère avait passé 30 ans à organiser sa vie de manière à ce que personne dans un magasin ne sache qui elle était. Et le 14 juillet, ils avaient tous découvert ce que cela lui avait valu. Ce qui figurait sur les images n'était pas une erreur concernant l'identité d'une cliente. C'était la manière dont l'établissement fonctionnait un matin où la mauvaise personne avait franchi le seuil. Puis, elle fit avancer l'un des avocats et son intervention cessa d'être un discours. Melissa Grant a été licenciée sur le champ, avec effet immédiat, pour conduite contraire à la charte éthique de l'entreprise et pour des actes ayant causé un préjudice avéré à la réputation de l'entreprise. L'avocat a lu la 2e conclusion alors qu'elle se tenait encore là. La note de licenciement qu'elle avait rédigée en juillet indiquait qu'Ethan Brooks avait volontairement abandonné son poste, et son rapport d'incident adressé à la direction disait la même chose. Or, ces 2 éléments étaient contredits par les images qu'elle avait elle-même visionnées le jour où elle les avait rédigées. Le terme utilisé était « falsification ». Dans son dossier, il était enregistré comme employé saisonnier sans adresse, et elle avait répété la même version à un enquêteur 2 semaines plus tôt,
ce qui expliquait pourquoi il avait fallu 10 semaines à une équipe juridique pour localiser un homme qui travaillait dans ce bâtiment depuis 2 ans. 3 employés ont été licenciés en l'espace de 5 minutes. Ceux dont les voix figuraient sur l'enregistrement audio, ceux qui avaient ri. L'avocat a lu la décision concernant chacun d'entre eux individuellement, et chacun a été conduit sur le côté par un membre de l'équipe pour récupérer ses affaires. Melissa a demandé que l'on examine son dossier. Elle a déclaré que les chiffres trimestriels étaient les meilleurs du district. Charlotte lui a répondu que ces chiffres n'étaient pas contestés, qu'elle les avait lus pendant le trajet en voiture et qu'ils constituaient la raison pour laquelle la chaîne avait pu être rachetée à un prix aussi bas. Le gardien se tenait au bout de la file et ne disait absolument rien. Et Ethan remarqua que ses mains tremblaient. Charlotte se tourna vers les 11 personnes qui se tenaient toujours là, celles qui avaient tout observé en juillet, et qui n'avaient rien dit, car parler n'était pas une chose que l'on faisait dans ce bâtiment. Puis elle appela Ethan par son nom. Elle leur a raconté qu'à 9h17 le matin du 14, un employé de ce magasin s'était vu signifier devant la caméra que franchir cette porte lui coûterait son emploi, et qu'il était quand même sorti, portant sur ses épaules le fardeau d'une inconnue, qu'il avait conduit sa mère à l'hôpital, refusé d'inscrire son nom sur la facture parce qu'il n'était pas de la famille, et payé les frais d'admission de sa poche, en espèces. Il avait attendu près de 2 heures, jusqu'à ce qu'un médecin confirme qu'elle était hors de danger, puis était parti sans dire aux infirmières qui il était. Evelyn s'était approchée de lui alors que sa fille parlait encore. Elle s'était arrêtée à un pied de lui, l'avait regardé et lui avait dit qu'elle avait demandé de ses nouvelles tous les jours pendant 10 semaines. Et personne n'avait pu lui dire son nom. Elle a expliqué qu'elle avait passé 30 ans à cacher qui elle était pour pouvoir être traitée comme tout le monde. Et que ce matin-là, où tout avait mal tourné, la seule personne dans ce magasin qui l'avait traitée comme un être humain était celle qui avait le plus à y perdre. Puis elle a pris sa main entre les siennes, cette même main qu'elle avait serrée sur le sol près du comptoir, et l'a remerciée. Ethan a répété ce qu'il avait dit en juillet, et ses mots ont eu le même écho. Il lui a dit que s'il lui était arrivé quelque chose, il ne se serait jamais pardonné. Les avocats se sont chargés du reste, assis à une table pliante installée à l'intérieur du magasin, près de la caisse où il avait travaillé pendant 2 ans. Les 41 $ lui furent remboursés. La prime de fin de mois dont il avait été privé lui fut versée. Les heures supplémentaires non enregistrées, ce compte qu'il avait gardé en tête pendant 2 ans sans jamais en parler, furent reconstitués à partir des registres d'accès aux portes et des eurodatages de la caisse, puis payés avec des intérêts de retard. Le montant était bien plus élevé que tout ce à quoi il s'était attendu, suffisamment élevé pour qu'il le relise 2 fois. Vint ensuite l'indemnité liée au licenciement lui-même, et l'avocat lui expliqua clairement qu'il s'agissait d'un licenciement abusif, majoré de 10 semaines d'entrave de la part de l'employeur à sa recherche d'emploi, ce que le cabinet avait prouvé en contactant 4 des employeurs qui l'avaient refusé. 2 d'entre eux avaient confirmé par écrit ce que le gérant de la quincaillerie lui avait dit sur un parking. Il signa là où on lui indiqua, et toute la procédure prit moins de 20 minutes. Charlotte s'assit en face de lui après que les avocats se furent retirés et lui dit ce pourquoi elle était venue. Elle voulait qu'il revienne, mais pas à la caisse. Elle voulait qu'il devienne responsable de la formation au service client pour l'ensemble de la chaîne, chargé de mettre en place la norme de service dans tous les points de vente dont elle était désormais propriétaire et de former les responsables qui veilleraient à son application. Elle précisa qu'elle ne lui proposait pas ce poste en guise de remerciement. Le remerciement, c'était l'argent posé sur la table, et il avait déjà été versé. Elle expliqua que les images lui avaient révélé un problème structurel qu'elle ne pouvait pas résoudre depuis une salle de réunion, qu'elle avait besoin de quelqu'un qui se soit tenu derrière un comptoir et qui ait été évalué en nombre de transactions par heure pour rédiger le document qui le remplacerait, et qu'elle n'avait trouvé aucun meilleur candidat nulle part dans l'entreprise. Il n'accepta pas tout de suite, et lui expliqua pourquoi. Il lui dit qu'il n'avait aucune envie d'être l'histoire de qui que ce soit. S'il acceptait le poste simplement parce qu'il était tombé sur la bonne femme le bon matin, alors la leçon que tout le monde dans cet immeuble en tirerait serait que la décence paie quand on a de la chance, et ce n'était pas une leçon qui valait la peine d'être enseignée, car 99 fois sur 100, ce n'est pas le cas. Charlotte lui a répondu que c'était précisément l'argument qu'elle souhaitait voir intégré à la formation. Il a accepté à une condition.
qu'il a formulée comme une condition plutôt que comme une simple demande. La nouvelle formation devait concerner tous les employés de tous les magasins, et pas seulement les responsables, et elle devait reposer sur une seule règle. Le traitement réservé à un client ne devait pas varier en fonction de son apparence, de ce qu'il transportait ou de ses moyens financiers. Il a déclaré que les 3 personnes qui avaient été mises à la porte ce matin-là étaient parties. Un point, c'est tout. Mais les 11 qui se tenaient encore sur le trottoir avaient assisté à la même scène sans rien dire, et les licenciés n'apprendraient rien à personne. Il fallait les former, y compris le gardien qui avait obéi aux ordres pendant 6 ans parce qu'il avait besoin de ce travail. Le silence était le véritable problème, et le silence pouvait s'apprendre. Charlotte accepta tout cela avant même qu'il ait fini de parler. Il commença le lundi suivant, et les 6 premières semaines furent sans éclat. Il rédigea lui-même le règlement, en collaboration avec une équipe juridique et des responsables régionaux qui avaient passé leur carrière à lire le rapport du lundi. Les indicateurs de performance furent les premiers à changer, car il avait appris en 2 ans derrière un comptoir que les gens font ce qui est mesuré. Le nombre de transactions par heure figurait toujours dans le rapport, mais ne constituait plus l'indicateur principal. La résolution des problèmes clients et le taux de réclamation passèrent au premier plan. Un responsable qui déblayait rapidement une file d'attente, mais générait 3 réclamations ce faisant, ne faisait plus bonne figure sur le papier. Et dès que cela s'est avéré vrai, les comportements ont commencé à changer d'eux-mêmes. La formation elle-même consistait en 4 heures obligatoires dans chaque établissement, et il a animé personnellement les premières sessions dans le magasin situé à l'angle, entre la laverie et le magasin de pneus. Il n'a jamais montré la vidéo. On le lui a demandé à plusieurs reprises, mais il a refusé à chaque fois. La femme qui y figurait avait été humiliée devant 9 inconnus, et il n'allait pas l'exposer à 1 millier d'autres pour faire passer son message. Il a plutôt décrit ce qui s'était passé dans l'ordre des événements, et cela s'est avéré suffisant. L'agent de sécurité a assisté à la première session, au premier rang, et a posé la seule question que quiconque ait posée ce jour-là, ce qu'il aurait dû faire en juillet. Ethan lui a répondu en toute honnêteté qu'il aurait suffi qu'une seule personne s'exprime à voix haute, et que c'était pour cette raison qu'ils étaient tous assis là. Quelques mois plus tard, les chiffres régionaux furent publiés, et le magasin où tout cela s'était passé afficha le score de satisfaction client le plus élevé de la région. Le rapport signalait cette amélioration sans l'expliquer. Ethan le lut depuis un bureau qu'il n'avait pas demandé, et n'accorda pas beaucoup d'importance à ce score, car il avait passé suffisamment de temps dans le bâtiment depuis pour savoir à quoi ressemblait la réalité sur le terrain. Des caissiers lisant les mentions en petits caractères à voix haute pour les clients, quelqu'un qui trouvait 40 centimes pour un client, une file d'attente qui avançait un peu plus lentement, mais où l'on se plaignait nettement moins. Evelyn Carter continuait à faire ses courses là-bas. Elle venait avec son sac en toile, conduisait elle-même et achetait du pain au lait, une boîte de soupe et le thé qu'elle aimait. Et elle refusait systématiquement toute autre proposition. Le personnel savait désormais qui elle était, ce qu'elle n'avait jamais souhaité, et cela s'avéra moins gênant qu'elle ne l'avait craint, car la façon dont ils la traitaient était la même que celle dont ils avaient commencé à traiter l'homme qui comptait la monnaie en pièces de 25 cents. On la saluait, on l'aidait, on ne la pressait pas. C'était tout ce qu'elle avait toujours recherché. Ethan comprit ce qui avait réellement changé sa vie, et il en avait désormais une vision claire, contrairement à ce qu'il avait ressenti à cette table de cuisine en août. Ce n'était pas l'arrivée d'une femme fortunée dans un SUV noir accompagnée d'une équipe d'avocats. Le SUV n'était qu'un hasard lié à la personne qui était entrée dans le magasin le 14 juillet. Ce qui avait tout changé, c'était une décision prise en environ 2 secondes à 9h17 du matin, avec la voix d'un responsable dans l'oreille et un inconnu qui se faufilait devant lui, celle de ne pas tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Une décision qu'il avait prise sans rien attendre en retour, qu'il avait défendue pendant 10 semaines alors que cela lui avait tout pris, et qu'il aurait prise à nouveau si cela n'avait abouti à rien du tout. Ne jugez jamais la valeur d'une personne à l'aune de ses vêtements ou de ses moyens financiers. Un simple geste de gentillesse peut vous coûter votre emploi. Il peut aussi vous ouvrir un avenir que vous n'auriez jamais osé imaginer.